Radio Midi, Jean-Marie Baudry. Et vous l'avez entendu, un peu moins d'une vingtaine de départements en vigilance orange canicule. On est presque habitué à cela puisque cet été marque l'été des 4 canicules. On ne pensait pas voir ceci. Puis à chaque fois, les records tombent les uns après les autres. Plus de 6800 hectares qui auront brûlé, qui sont partis en fumée des suites de cet incendie qui avait commencé à Landiras. On n'en est jamais sorti. Cela s'aggrave et au fur et à mesure, les Français constatent chaque jour un peu plus dans leur vie quotidienne les conséquences du changement climatique. Alors parlons politique. Parlons climat. Est-ce que les politiques peuvent encore se permettre de faire l'impasse sur le climat dans leurs propositions, dans les priorités qu'ils présentent aux Français lorsqu'ils se présentent aux élections? Nous en parlons avec nos deux invités. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio, maître de conférence en droit public, auteur notamment de ce livre, Les bases du droit constitutionnel. C'est publié à la collection Major. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Thomas Guénolé. Bonjour à vous Thomas Guénolé. Bonjour. Vous êtes politologue, vous êtes essayiste, vous êtes auteur de ce livre, Le que sais-je sur le souverainisme, tout savoir sur le souverainisme. On peut vous le recommander. Thomas Guénolé, à peine plus d'un Français sur deux estime que l'amélioration du pouvoir d'achat est conciliable avec la transition écologique et réciproquement. Ça, c'est un sondage Elab publié pour Les Échos ce jeudi. Est-ce que la fin du monde et la fin du mois restera longtemps inconciliable pour les Français, Thomas Guénolé? Alors, vous savez, il y a eu une étude qui a été faite par Carbone 4, qui est un cabinet de conseil en entreprise de référence, qui a été créé notamment par Jean Covici. Et ils ont fait donc une étude il y a très peu de temps, il y a quelques années à peine, pour tester l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre de la France si la totalité des Français adoptent tous les comportements vertueux écologiques. C'est-à-dire si on s'y mettait tous à fond. Seulement dans les nos Français. comportements d'achat, etc. Et donc dans nos comportements de consommation aussi. Donc nos factures augmenteraient, etc. Donc on sacrifie notre pouvoir d'achat à tous. On fait du tri de déchets exemplaire, on prend pas des douches tous les jours, on a un comportement que Cyril Dion appelle un comportement individuel écologiquement héroïque. Eh bien ça ne ferait baisser les émissions de gaz à effet de serre de la France que de 25%. Les 75% qui restent, si vous voulez les faire baisser, en fait, c'est pas les gens qu'il faut emmerder, ce sont nos infrastructures, en particulier agriculturelle et industrielle, qu'il faut réinventer, reconstruire complètement différemment, nos infrastructures de transport aussi. Et ça, c'est pas le boulot individuel des Français, chacun avec des petites actions. Le boulot, c'est le boulot des gouvernements par des grands programmes, des grands travaux écologiques. Oui. Et donc c'est de la politique. Et le problème que vous citez, c'est qu'en fait, faute de courage, d'audace et d'imagination, on a des gouvernements en France et ailleurs, c'est pas un problème juste français, on a donc ce problème-là qui est que l'essentiel des mesures envisagées, c'est de faire chier les gens, excusez-moi de le dire, au lieu de transformer les infrastructures. On y revient justement sur ce thème qui a été popularisé d'écologie punitive. C'est un réflexe parfois qu'on a et qui est pour vous contre-productif. Thomas Guénolé, Benjamin Morel, l'élection présidentielle, les élections législatives ne sont pas gagnées sur le changement climatique, la politique écologique. Pourtant, fidèlement, dans les sondages, c'était extrêmement haut dans les priorités pour les Français. Oui, c'est extrêmement haut et en même temps, je dirais que c'est une thématique qui est assez universellement partagée aujourd'hui dans l'espace politique. Même le Rassemblement national, qui longtemps a eu des positions, on va dire, si ce n'est climato-sceptiques, en tout cas, on va dire, assez distantes vis-à-vis des sujets écologiques, est venu à développer un programme sur ces thématiques-là, etc. Donc, en réalité, aujourd'hui, vous avez une thématique qui est relativement partagée par tous les partis, ce qui, à part pour Europe Écologie Les Verts, ne conduit pas à vraiment discriminer un parti par rapport à un autre au regard d'une forme de cohérence et de crédibilité qu'il aurait, et donc ce faisant n'attire pas forcément plus un électeur qu'un autre. Et de l'autre côté, ce n'est pas forcément une thématique qui est une thématique charnière. Prenez par exemple le sujet de la sécurité, sur lequel on focalise beaucoup plus. Le sujet sécurité est important d'un point de vue électoral parce qu'il peut conduire au basculement d'une partie de l'électorat du centre droit
vers La République En Marche ou de l'électorat de la droite vers le Rassemblement National. Donc il y a des électeurs à aller chercher. Oui. La thématique écologique vous permet assez marginalement, sauf éventuellement dans quelques cas particuliers, typiquement le second tour des présidentielles, des dernières présidentielles, ou un d'Emmanuel Macron sur investir le sujet, Oui. ça permet assez difficilement d'envisager une mobilisation de l'électorat, d'où le fait que, eh bien, on assiste à ce type de paradoxe. Ensuite, un point, je rejoins totalement ce que disait Thomas Guénolé. L'écologie des petits gestes, c'est bien beau, ça permet de culpabiliser les gens peut-être un petit peu, et puis il y a en effet des petits gestes qui sont, si ce n'est nécessaire, en tout cas bienvenus, mais le vrai sujet, c'est un sujet de politique publique. Et autant vous pouvez mobiliser sur un sujet de politique publique, autant sur une écologie punitive des petits gestes, il est beaucoup plus difficile de mobiliser. Or, ces débats de politique publique, on les a relativement peu. On a, lors des dernières présidentielles, des mots creux qui ont été utilisés par Emmanuel Macron, transition écologique, etc. Mais qu'est-ce que l'on met derrière ? Pour l'instant, tout cela demeure extrêmement flou. On a eu un débat qui était très important, c'est vrai, il faut le dire. On va y revenir d'ailleurs sur la politique énergétique. En particulier, faut-il ou non sortir du nucléaire ou alors le relancer. Mais en revanche, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de débats sur la politique publique, Benjamin Morel. Exactement, mais prenons par exemple la question de l'industrie. C'est-à-dire qu'en effet, l'un des gros postes d'émissions de CO2, c'est l'industrie. Donc, par rapport à ça, vous avez trois choix. Soit vous jugez qu'il faut rentrer dans une logique de décroissance, auquel cas, en effet, vous réduisez vos émissions de CO2, mais vous réduisez également le niveau de vie, ou en tout cas la capacité que vous allez avoir à produire des biens de consommation. Soit vous jugez que vous n'en avez rien à faire, et qu'après tout, le CO2, tant pis. Soit vous considérez qu'il faut réindustrialiser, mais réindustrialiser bas carbone. Parce qu'aujourd'hui, la solution transitoire qu'on a trouvée, on dit, en effet, on a un taux d'émission de CO2 relativement faible par rapport à nos voisins, etc., mais aussi parce que les pays européens ont beaucoup délocalisé en Chine. Oui. Et qu'en réalité, les produits de consommation que nous consommons, ce sont des produits qui ne sont pas neutres en CO2, mais ce sont des produits qui émettent du CO2 ailleurs et qui émettent énormément de CO2 pour nous arriver ici, en France. La part du transport, notamment du transport maritime dans les émissions de CO2 est relativement importante. Donc si jamais vous voulez réindustrialiser, vous faites du bien à l'écologie, la question c'est avec quelle source d'énergie, selon quel modèle économique, et ça en effet, c'est une problématique de politique publique, c'est une problématique qui peut être clivante. Et c'est peut-être le moment d'ailleurs de se poser cette question quand les entrepreneurs reviennent en France après avoir goûté aux joies de la délocalisation et s'être dit finalement que c'était pas si mal que ça en France. Thomas Guénolé, j'aimerais qu'on s'attarde sur un mot de Benjamin Morel qui a résonné dans mes oreilles. Ça rapporte pas beaucoup de voix l'écologie ou l'environnement. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai. C'est vrai, la preuve. Si l'écologie était un puissant moteur de vote, un puissant attrape-bois, si vous me passez l'expression, dans ce cas-là, Yannick Jadot n'aurait pas fait 5 à l'élection présidentielle. Et Jean-Luc Mélenchon aurait été, Jean-Luc Mélenchon aurait été largement, facilement au second tour de la présidentielle. Or, Yannick Jadot, il a fait moins de 5, alors que c'était le candidat le plus radicalement écologiste, en particulier sur les politiques publiques, je le souligne par rapport à la discussion qu'on a. Et Jean-Luc Mélenchon l'était aussi, un peu moins, mais quand même, et lui, il n'a pas été au second tour. Et s'il avait été au second tour, on a les enquêtes qui le démontrent, il aurait été assez sèchement battu. Beaucoup plus que Marine Le Pen d'ailleurs, c'est ce qu'on avait dans les enquêtes à l'époque. Encore plus, effectivement. Donc l'écologie est impopulaire. Ce n'est pas que l'écologie est impopulaire, puisque vous avez ce paradoxe qui en réalité n'en est pas un, et je vais vous l'expliquer. C'est que comment on peut être tous d'accord, l'écologie c'est important, mais en même temps ne pas voter pour des programmes et des projets politiques radicalement écologistes. C'est simple, c'est comme quand on dit « Oh là là, la meilleure chaîne télé c'est Arte », mais en pratique on n'est pas si nombreux que ça à la regarder. C'est vrai, c'est un argument qu'on entend souvent, c'est presque un lieu commun. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il s'agit individuellement d'aller voter, nous sommes très nombreux à faire passer des priorités très immédiates de nos vies quotidiennes ou nos croyances politiques fondamentales, c'est-à-dire je vote pour tel camp parce que j'ai toujours voté pour tel camp, et pas les enjeux nouveaux, graves et évidemment prioritaires, en l'occurrence l'écologie. Parce que moi, vous savez, je suis écologiste à titre personnel,
mais pas par militantisme et pas non plus par émotion, par émotionnalisme. Par philosophie, vous l'êtes. Non, c'est simplement parce que moi, ma passion dans la vie depuis tout petit, c'est la logique. Et être écologiste, c'est la conclusion logique quand vous lisez les rapports du GIEC, c'est tout. On va dans le mur. On va profondément dans le mur. Faut vraiment, comment dire, et donc ça suppose effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, Benjamin, me semble frappant, c'est que on a vraiment très très peu. Si l'éventail de ce dont on discute est extrêmement pauvre par rapport à tout ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que on ne parle pas ou quasiment pas, ou sous forme caricaturale, du végétarisme, le fait de devenir davantage végétarien. On ne parle pas de la sauvegarde des océans, on ne parle pas de reforestation, on essaye d'arrêter les incendies, mais on n'essaye pas de faire de la reforestation. On ne parle pas sérieusement de sortir du pétrole, d'arrêter totalement, je dis bien totalement, le pétrole et le gaz. Le charbon, on l'a déjà quasiment arrêté en France. On ne parle pas d'agroécologie, ou alors pas très concrètement, ça reste marginal. Hein. L'agroécologie reste marginale en France, l'agriculture chimique, polluante, industrielle reste majoritaire. Les transports en commun verts, on est pas mal en France avec ça grâce au transport électrique, mais il y a énormément à faire au niveau des voitures. Les voitures électriques, c'est peanuts en France et c'est un énorme problème. On parle quasiment pas de ce que vous évoquiez vous-même à l'instant, Benjamin, c'est-à-dire le problème du tout jetable industriel, c'est-à-dire ce que les spécialistes appellent l'obsolescence programmée. Le fait qu'on jette tellement de choses parce qu'en plus de toute façon, elles sont conduites à devenir jetables très rapidement, que nous le voulions ou non. Et qu'elles coûtent pas cher à être produites à nouveau. Exactement, donc vous avez tout ça on n'en parle quasiment pas, on ne parle pas non plus de l'absurdité qui consiste à essayer de maîtriser à toute fin notre dette publique financière, et donc de retarder le financement public massif urgent des mesures à prendre contre la dette écologique, c'est-à-dire le fait que nous soyons en danger considérable pour notre descendance. Hein. C'est-à-dire que je voudrais, sur ce point, faire passer ce message à vos auditeurs, parce que ça n'est pas assez su. Vous avez le Centre de recherche climatique de Potsdam, en Allemagne. Son directeur a fait la modélisation suivante, à plus 5 degrés de température sur Terre à l'échelle du siècle, et ça fait partie des scénarios possibles si on continue à déconner. La planète ne peut nourrir qu'1 milliard d'habitants. Vous pouvez m'expliquer ce qui arrive à tous les autres ? On a peur de le savoir. Effectivement, restez avec nous Thomas Guénolé, restez avec nous également Benjamin Morel. Est-ce que les politiques peuvent encore faire l'impasse sur le climat, alors qu'on est à l'heure des méga-feux, en tout cas à l'échelle française, alors qu'on est à un été à 4 canicules quand même, il faut le souligner parce qu'on a tendance à s'habituer. 0826 300 300, Laurent nous appelle de Montpellier. Est-ce qu'il vote en fonction ou pas de l'impératif écologique ? Il va nous le dire dans un instant et on continue à en débattre avec nos deux invités. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Midi, Jean-Marie Baudry. 70% des Français estiment que le gouvernement n'en fait pas assez dans la lutte contre le changement climatique. C'est un sondage YouGov publié aujourd'hui pour le site Le HuffPost. 70% des Français qui, par ailleurs, plus de 70% sont inquiets face à la sécheresse, face aux épisodes caniculaires. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que les politiques peuvent encore faire l'impasse ou pas sur le climat ? On en parle avec nos deux invités, Thomas Guénolé et Benjamin Morel. On en parle aussi avec Laurent qui nous appelle au 0826 300 300 depuis Montpellier. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir. Je le disais, alors plus de 70% des Français qui sont inquiets face à la sécheresse. Vous, c'est pas votre cas en quelques mots ? Et non, parce qu'il faudrait que maintenant les gens de Météo France nous parlent un peu sérieusement. C'est un établissement public à caractère industriel et commercial. Alors ils pourraient nous vendre aussi de l'information en nous disant que la sécheresse de 1920, 1921, 1922 était au moins équivalente à l'actuelle, voire plus forte, puisqu'elle était sur l'hémisphère nord du globe. Hein. Donc là, c'est très bien documenté. Il faudrait que des gens officiels nous en parlent, parce que moi, on peut ne pas me croire, bien évidemment. Donc ça, c'est une première chose. Donc la sécheresse, c'est une vieille affaire planétaire. Hein. Il y avait même eu des travaux d'Emmanuel Garnier sur les sécheresses depuis 500 ans. Vous avez alors celle qui est remarquable aussi, c'est 1876, hein, facile à retenir, qui a été planétaire comme sécheresse. Bon, je pense que là nous vivons une sécheresse ouest de l'Europe, hein, bien sûr, qui est sévère pour celui qui l'a subi. Pour moi aussi, hein, j'ai chaud. Je ne suis pas agriculteur, mais je compatis avec leurs problèmes, hein, les animaux. L'Hérault est particulièrement touché d'ailleurs. En plus, vous vous y trouvez, on est d'accord. Bien sûr. En tout cas, si j'en tire une parlons politique en quelques mots, puisqu'on arrive en plus à la fin de ce débat, mon cher Laurent, et j'aimerais que nos deux invités puissent vous répondre. Vous, c'est pas en fonction de ça que vous votez ?
Et non, parce que ce sont des événements météorologiques. Là, on va avoir 2-3 années de sécheresse, dont celle-ci cette année qui est très forte, mais je ne vais pas voter à chaque fois qu'il y a un nuage. Bon, c'est pas ça. C'est une politique générale. Et puis n'oublions pas que la France, c'est un 930e de la surface du globe, hein, donc nous pouvons faire des petites actions, mais bon, les océans dominent et un 930e de la surface du globe, pardon, et même pas 2% du CO2 émis. Si le CO2 est responsable à 100% de cette affaire. Hein. Et en tout cas, le votre CO2 message est passé. Le CO2 anthropique. Hein. En tout cas, on a compris ce que vous aviez à dire. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas se faire peur, ça n'apporte rien d'intéressant, hein, parce qu'on pourrait se dire, nous allons tous mourir là, c'est sûr. Moi je vous le dis, nous allons tous mourir un jour. Voilà, alors on ne va pas se raconter ça tous les jours quand même. Bon, prenez soin de vous quand même Laurent, et prenez soin de vos proches aussi, puisqu'il fait particulièrement chaud. Je rappelle qu'on est en épisode caniculaire sur près de 18 départements en France. Merci de nous avoir appelés au 0826 300 300. Benjamin Morel et Thomas Guénolé. Le scepticisme de Laurent, il est aussi partagé par une partie des Français, vous le comprenez ça ou pas ? Alors c'est minoritaire. Pardon, oui. Excusez-moi, allez-y Benjamin, je vous en prie. Allez-y Benjamin. Non, mais je pense que là-dessus, on va être à peu près d'accord avec Thomas Guénolé, mais en effet, c'est un scepticisme qui est minoritaire. Il est minoritaire en France, il n'est pas forcément minoritaire dans tous les pays occidentaux, ce qui est peut-être un plus gros problème. Et pour répondre rapidement à Laurent, il ne faut pas confondre en effet des événements météorologiques qui ont pu avoir lieu dans l'histoire. On a eu des fortes chaleurs, on a eu également des refroidissements pour X ou X raisons, et parfois en effet des sécheresses, et aujourd'hui une évolution climatique qui se caractérise à la fois par sa généralité, évidemment par ses causes, mais également par sa généralité sur l'ensemble du globe, et par le fait que ces phénomènes qui ne sont en fait que des symptômes, eh bien, sont de plus en plus récurrents et vont être de plus en plus récurrents à l'avenir. Donc par rapport à ça, en effet, et là on a un enjeu qui est un enjeu de limitation, en effet, de ce réchauffement climatique, mais on a un enjeu d'adaptation, parce qu'on ne pourra pas rétro-pédaler aujourd'hui sur ce qui a été fait, malheureusement. Il n'y aura plus de statu quo, il n'y aura pas de statu quo climatique, ça c'est clair. Exactement, donc il va falloir qu'on adapte nos modes de vie, quoi qu'il arrive, et quand bien même on arrête dès aujourd'hui d'émettre du CO2, il va falloir qu'on prenne des mesures en matière d'aménagement du territoire, d'aménagement urbain, etc., pour que tout bêtement, nos sociétés soient relativement assez résilientes pour se comporter au mieux face à cette évolution climatique. Ensuite, là où la réflexion de Laurent m'apparaît extrêmement importante, c'est qu'elle montre en réalité l'une des causes d'une forme de désintérêt du politique, parce que profondément, l'un des problèmes aujourd'hui qu'il y a à avoir un discours politique sur le climat, c'est la question qui va être posée et renvoyée par les lecteurs, qui est, mais en fait, qui pouvez-vous ? Est-ce que le politique peut vraiment agir sur les causes du réchauffement climatique ? D'abord parce que la France est trop petite, parce que la France fait à tort ou à raison beaucoup, et parce que quoi qu'il arrive, eh bien, il est bien beau de dire on va verdir nos industries, mais en réalité, quand vous prenez le panier de la ménagère, les produits fabriqués en France étant extrêmement minoritaires, eh bien, vous pouvez toujours vous donner bonne conscience, vous allez saborder l'industrie française et vous n'allez pas forcément avoir un monde plus vert demain. Donc là, il y a en effet des enjeux qui sont liés aux limitations même de l'action que peut engager le politique, notamment au niveau national, face à ces phénomènes-là. Évidemment, si vous avez une politique extrêmement écologique et qu'en même temps les Américains réélisent Donald Trump, eh bien, le ratio ne va pas forcément être en faveur de la planète. Et donc ça, évidemment, il y a d'autres facteurs qu'on a déjà pu expliciter, mais c'est l'un des éléments qui fait qu'aujourd'hui, avoir un discours écologiste est extrêmement difficile à rendre audible et extrêmement difficile en réalité à transformer en capital électoral réellement mobilisable. Pour le mot de la fin, Thomas Guénolé, en quelques mots, puisqu'on arrive au terme de ce débat, en tout cas, ça montre aussi l'impuissance des politiques. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que si on répète que les politiques sont impuissants, finalement, il n'y a plus qu'à se tirer une balle. Et pareil, si on se dit tout est déjà foutu, en fait, il n'y a plus qu'à se résigner. Non, il n'est pas trop tard pour sauver la vie sur Terre. C'est une question d'imagination, d'audace. Mais vous n'avez pas dit ça. Je le dis par rapport au discours ambiant qu'on peut entendre qui s'appelle finalement le défaitisme écologique. Et donc, non, il n'est pas trop tard pour sauver la vie sur Terre. En aucun cas. Par contre, excusez-moi d'être vulgaire, il va falloir se sortir les doigts. Et vraiment.
Mais en tout cas, ce sera le mot de la fin, en toute poésie. Merci à vous, Thomas Guénolé, politologue, essayiste, auteur de ce livre, c'est le Que sais-je, sur le souverainisme dans la collection Que sais-je. Merci à vous également, Benjamin Morel, maître de conférences en droit public, auteur de ce livre, tiens, les bases du droit constitutionnel. C'est publié à la collection Major chez Flammarion. Restez avec nous sur Sud Radio. On vous emmène dans quelques instants dans un endroit qui est fortement impacté par le changement climatique. C'est l'endroit le plus vaste sur Terre, d'ailleurs, où il n'y a pas du tout de terre. C'est l'océan. On en parle dans Les Clés d'une vie avec Jacques Pessis en compagnie de son invité Olivier Poivre d'Arvor. Sud Radio vous emmène sur l'océan. C'est dans quelques instants. Sud Radio.